Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nouveau débrief de la 13e journée de Ligue 1. Monaco qui recevait au Louis de Dijon. Et Monaco qui s'est imposé 1-0 grâce à un but de Golovin. Et avec moi ce soir, il y aura Arthur. Salut Arthur. Salut Rome. Et il y aura également Patrice. Salut Patrice. Salut à tous. Voilà messieurs, une victoire qui fait du bien avant la trêve internationale. Monaco qui remonte pour le moment à la 8e place du classement, en attendant évidemment les nombreuses rencontres qui auront lieu demain. Marseille et Montpellier entre autres peuvent encore nous passer devant. Messieurs, vos 3 points pour cette rencontre, et je vais commencer par toi Arthur. Ouais, alors mes 3 points, déjà on va passer sur une petite note positive. On en est donc à 5 victoires consécutives à domicile. La saison dernière, on a mis longtemps avant de découvrir une victoire à la maison. Donc là, on a enchaîné Nice, Brest, Rennes, Marseille en Coupe de la Ligue, et puis Dijon aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, mon deuxième point, un peu plus négatif, c'est notre axe droit de la défense centrale. On a eu Jemerson pendant un petit moment. Aujourd'hui, c'était Glick. C'est vraiment le danger permanent. Les vis-à-vis de ces deux joueurs ont l'air exceptionnels. Il y a eu Mouassa de Rennes, Simons, Amavi, Bouanga. Aujourd'hui, c'est Chouillard. Donc, est-ce que le niveau est vraiment trop faible, ou est-ce que Gelson manque un petit peu de couverture? Et puis, mon troisième point, c'est la gestion des fins de match. Quand on mène ou pas, l'adversaire s'approche vraiment trop facilement de notre but. On a du mal à négocier les contres et on n'arrive pas non plus à conserver le ballon. De ton côté, Patrice? Alors, mon premier point, c'est quand Slimani est là, tout va. Mon deuxième point, c'est le manque réalisme de l'équipe qui aurait pu nous coûter cher ce soir, parce qu'on a beaucoup d'occasions et au final, on n'a inscrit qu'un but. Ouais. Et ça va de pair avec mon troisième point, où je rejoins Arthur, où on a des gros problèmes de gestion du score, et sur les fins de match, on laisse beaucoup trop le ballon adversaire et on se fait peur. Et de mon côté, mes points, ça sera le score plutôt trompeur de 1-0, parce que je trouve qu'on a vu une rencontre plutôt agréable. Moi, au bout de 25 minutes, je trouvais ça vraiment catastrophique, mais derrière, on a vu un match plutôt agréable. En tout cas, quand on est neutre, il y a eu des occasions des deux côtés, il y a eu 2 bons gardiens, également quelques ratés de ci, de là. Et justement, ça vient avec mon deuxième point qui est Slimani. Alors comme tu l'as dit, Patrice, quand il est là, tout va bien, et c'est vrai qu'il a encore été décisif ce soir. Malgré tout, je le trouve très intéressant dans la construction et dans la passe, un peu plus en difficulté dans la finition. On se rappelle évidemment de son énorme raté en première mi-temps. Et enfin, le dernier point qui va rejoindre un petit peu ton deuxième point, Arthur, au niveau de la défense. Et je pense que la nécessité, à l'heure actuelle, de garder cette défense à 3 derrière, parce que, à l'exception de peut-être Badiachil, qui semble vraiment trouver un rythme de croisière intéressant, et surtout de plus faire ces grosses erreurs qu'il pouvait faire il y a encore pas si longtemps que ça, je vois pas quel joueur on peut mettre juste à côté de lui. Le fait d'avoir 3 joueurs, ça solidifie malgré tout un petit peu ça, et comme tu l'as bien dit, Jemerson, ça n'allait pas axe droit. Il y avait eu Maripane aussi, un petit peu, qui n'avait pas non plus fait de bonnes prestations. Là, c'était Glick ce soir qui fait une première mi-temps catastrophique avant de se reprendre en deuxième mi-temps, il est vrai, mais sa première mi-temps est quand même très inquiétante. Donc au final, le poste de celui qui est au milieu à chaque fois, c'est celui qui s'en sort le mieux, parce qu'il est protégé un peu dans ce rôle-là. Mais repasser à une défense à 4, j'ai encore un peu de mal à y croire avec les joueurs qu'on a actuellement. Oh surtout que là actuellement on voit que mine de rien nos 2 défenseurs latéraux, enfin pistons, sont quand même des milieux offensifs. Oui, encore Gilles Dias, je trouve, couvre un petit peu mieux Badiachil que Gelson ne le fait avec
Jemerson puis Glick aujourd'hui, qui en plus individuellement sont en difficulté. En plus, mais c'est même si tu te dis, de toute façon à gauche, c'est vrai que Diaz ou Ballo-Touré, dans les deux cas, c'est pas des grosses solutions défensives. Peut-être Heinrich, mais qui semble plus ou moins prendre sa place au milieu de terrain. De l'autre côté, il pourrait y avoir Aguilar, mais le problème d'Aguilar, c'est que entre performances mauvaises et suspension, alors on a vu qu'il avait pris que 2 matchs, donc il sera de retour au final assez rapidement. Moi, j'avais peur qu'il prenne un peu plus. Pour une fois, la commission a été plutôt clémente. Donc on verra, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut qu'on continue avec cette défense. Et donc justement, Patrice, on va tout de suite parler du match et dans un premier temps, comme d'habitude, de la composition d'équipe. La bonne nouvelle, c'était le retour de Slimani. Et la mauvaise nouvelle, c'était là toujours indisponibilité de Bakayoko. Oui, Slimani en avait grandement besoin, parce qu'on avait bien vu contre Saint-Etienne qu'on avait un peu du mal dans la construction sur nos actions, il manquait terriblement. Il est souvent soit au départ, soit à la finition, et du coup on avait besoin de lui. Donc c'est une très bonne chose. Après Bakayoko, je pense que sur ce match c'était un peu moins important, parce que du coup Dijon n'est pas une équipe qui joue vraiment sur le physique, donc on avait moins besoin d'avoir ce milieu récupérateur très très physique qui est Bakayoko. Mais c'est sûr que c'est un joueur sur lequel on va beaucoup compter cette saison, et c'est pas plus mal qu'ils prennent le temps de la trêve internationale pour vraiment bien revenir et être vraiment au top, parce que du coup on a 2 grosses échéances qui arrivent juste après la trêve. Oui, pour rappeler rapidement la composition, sinon il n'y avait pas trop de surprises, à l'exception peut-être du repositionnement au final de Glick, comme on l'a dit dans nos points. Jemerson étant suspendu, Maripane revenait de manière assez logique dans le 11. Et par contre, Arthur Glick a été décalé à ce poste de milieu axial droit. Ouais, c'est vrai que j'étais très surpris quand j'ai vu ça au départ. Je pensais que le commentateur se trompait, puis finalement ça a été le cas. Et là, j'ai eu un mélange de stress et de curiosité, parce que je me suis dit, oula, Glick qui va se retrouver un peu comme Jemerson, en position souvent de latéral droit, ça va être une catastrophe. Puis j'avais envie quand même de voir comment il allait se débrouiller, mais dès la 8e minute, il s'est fait manger dans un contre 1. Et voilà, c'était hyper compliqué pour lui, mais c'est vrai que c'était assez surprenant que Glick finalement décale à droite. Voilà, donc. J'avoue que je comprends vraiment même pas pourquoi ça a été tenté. J'arrive pas à voir pourquoi tactiquement Jardim a choisi cette solution, sachant que Jardim a toujours été mis en position centrale. C'est le plus lent des 3 clairement, donc la position centrale paraît quand même le protéger de ce point de vue-là. Même au point de vue des adversaires, en face c'est Julio Tavares qui était en pointe, c'est pas l'attaquant le plus rapide, au contraire de Chouillard qui était vraiment le plus rapide des 3 attaquants d'en face. Donc mettre Glick contre lui, ça paraissait. Donc j'avoue, je comprends pas trop le choix de Jardim sur ce point. Je sais pas, les joueurs se sont peut-être arrangés entre eux, j'en sais rien, ça arrive. Ou alors peut-être qui dit à l'autre, une relance de la part de Maripane, parce qu'il là qui relance beaucoup mieux que Glick, qui a des parpaings qu'il peut envoyer. Donc peut-être qu'avoir dans l'axe quelqu'un qui puisse peut-être mieux combiner avec Silva qui était juste devant. C'est vrai, c'est une possibilité. Après, je pense surtout qu'il sait pas réellement encore qui forme sa défense. Peut-être qu'il fait des essais, en effet. Donc, je pense qu'on en est toujours au stade des essais, même si je pense aussi que si Jemerson n'avait pas été suspendu, on aurait eu les 3 habituels, mais à voir en tout cas à l'avenir ce que ça va donner. Pour le reste de l'équipe, on avait évidemment en piston droit Gelson Martins, à gauche on avait Gilles Dias, un milieu de terrain composé de Adrien Silva et Heinrich, qui était une nouvelle fois mis donc à ce poste-là à la place de Bakayoko, Golovin, et une attaque, le retour de la doublette magique Slimani Ben Yedder. On peut tout de suite maintenant parler de la rencontre en tant que telle, messieurs, et une première mi-temps, ou en tout cas une première partie de première mi-temps où il s'est pas passé grand-chose. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, au bout de 25-30 minutes, je m'attendais vraiment à voir un match long et triste. Ouais, puis c'est con, le rugby avait pas commencé encore, donc t'as dû rester devant le match de l'ASM. C'est pas faux. Vraiment ronronné, ouais. Ça a vraiment ronronné au début. Il y a eu une frappe de Gelson. Les corners, c'était plutôt pour les Dijonnais. Monaco avait quand même le ballon, mais Dijon, c'est vrai, jouait vraiment, vraiment bas.
et ça a mis longtemps avant de se décanter. Ouais, ça va mettre du temps à se décanter, Patrice, et surtout on va pas trop voir en fait les individualités qu'on est habitué à voir et faire la différence, à savoir évidemment notre trio d'attaque. Moi j'ai surtout trouvé dans cette première partie de match qui était un peu décevante que c'était surtout Gelson Martins qu'on voyait offensivement en tout cas. Oui, c'est le joueur qui était le plus remuant, qui touchait le plus de ballons et qui pouvait se montrer le plus dangereux. On avait du mal à voir nos deux attaquants. Je trouve même que Ben Yedder a eu très peu de ballons. Et on le voyait souvent décrocher mais plus bas que d'habitude pour venir chercher et toucher un peu du ballon, quoi. Mais sinon, j'ai pas souvenir de l'avoir vu toucher des ballons vraiment dans la surface. À part peut-être au niveau du but, sur lequel on reviendra, où il était assez haut. Mais sinon, oui, c'est Gelson qui a su se procurer la majorité des occasions. Mais ouais, un Gelson assez intéressant, assez remuant, mais qui arrive pas à faire encore le dernier geste. Il est prévisible, hein, même dans ses dribbles. Oui. En fin de première mi-temps, on en parlera après, c'était mieux, mais c'est vrai qu'au début, il avait des ballons, mais il savait pas trop quoi faire de la balle, justement. Il regarde ses chaussures et assez prévisible. Je trouve quand même que comparé à avant, il a beaucoup plus cherché à faire la passe quand il était dans la surface, faire la passe en retrait, que faire comme d'habitude de frapper, même si son angle était complètement fermé. Ouais, au fil du match, ça s'est vu. Ouais. Au final, Au début, c'était un peu brouillon. Le match va quand même s'accélérer aux alentours de la 25e minute. Et j'ai en mémoire par exemple une grosse occasion pour le coup dijonnaise avec un Glick, c'était un de tes points Arthur justement, qui va se faire déposer et heureusement le compte va bien être à la parade avec le pied. Ouais, c'est Cadiz, je crois cette fois-ci qui lui a cassé un petit peu les reins. Et puis ouais, heureusement, je la voyais au fond, celle-là vraiment. Je me suis dit, elle est parfaite pour une frappe croisée. Le compte est bien sorti. Donc voilà, celle-là, elle a fait plaisir. On s'est dit que le compte, ça lui permettait un petit peu de se chauffer, mais ça faisait déjà la deuxième fois que Glick était trop facilement effacé. Et c'était, comme on l'a dit, hein, c'était vraiment le danger numéro 1 de ce côté. Ouais, c'est ça. Mais les Monégasques qui vont, eux, se procurer certaines situations plutôt sur coup de pied arrêté également, Patrice. On se rappelle d'une tête de Glick, une belle tête de Badiachil aussi, avec un Gomis qui va réaliser un très très bel arrêt. Et les Monégasques qui vont finalement trouver la solution peu de temps avant la mi-temps, grâce encore une fois à notre trio offensif qui définitivement se trouve à la perfection techniquement, même si ce soir on l'a peu vu, on a eu le mérite au moins de le voir une fois et ça a fait mouche. Oui, juste pour revenir sur ce que tu disais avant, je trouve que pour une fois, on a été très dangereux sur les corners. C'est assez rare ces derniers temps, les corners sont quasiment tous gâchés. Alors que là, j'ai l'impression que quasiment tous les corners ont été dangereux, ont trouvé la tête de Glick et surtout de Badiachil. Et on a chaque fois été soit assez proche du cadre, soit a été arrêté par le gardien, quoi. Je trouve que c'est à noter quand même, si on pouvait arriver enfin à avoir des corners bien tirés, ce serait bien. Et sinon, pour revenir sur l'action du but, vers la 40e minute, du coup, le ballon est du côté de Gilles Diaz qui la transmet du coup à Ben Yedder, qui décale Slimani qui est dans l'axe, qui a l'intelligence de tout de suite faire une petite louche par-dessus la défense pour Golovin, qui se la contrôle poitrine et fait tout de suite une frappe enchaînée derrière puissante, qui laisse peu de chance du coup à Gomis pour cette fois-ci l'arrêter. Ouais, c'est un beau but, mais c'est marrant, c'est que Slimani, depuis le début du match, moi, il me paraissait vraiment un peu en dedans. D'ailleurs, on en parlait un petit peu, t'en parlais, Rome, toi, il vendange une belle occasion amenée par Gelson Martins, qui la met en retrait. Slimani, il reprend, elle part au-dessus. Oui. Derrière, il se retrouve à mettre une tête. Bon, pas facile. Pas facile, mais c'est vrai que c'était assez facile pour le gardien. Donc, il m'avait l'air un petit peu en dedans. Et puis, c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. D'un coup, tac, cette petite passe en une touche de balle par-dessus la défense, c'était magnifique. Ça fait un super but. Ouais. Finalement, il a fait sa petite passe décisive, alors qu'il me semblait quand même moyen. Ouais, mais c'est ça, c'était un peu mon point, quoi. C'est que je le trouve toujours aussi intéressant dans le jeu, même si jusqu'à cette action-là, il n'avait pas trop fait de différence. Mais en deuxième mi-temps, il a également fait plusieurs bonnes passes, plusieurs bonnes déviations, à chaque fois pile à la limite.
Malheureusement un peu plus de déchets dans la finition, mais c'est vrai que ce but est sublime de A à Z. La déviation de Slimani et évidemment l'enchaînement de Golovin. Monaco donc qui va se retrouver à mener 1-0 à la mi-temps, Patrice. Mais comme je le disais également dans un de mes 3 points, un score plutôt faible de part et d'autre en fait, parce que il y a eu quand même plusieurs occasions, en tout cas lors des 20 dernières minutes. Oui, le compte fait aussi un gros arrêt sur Chouillard. Ils ont 2 grosses occasions du côté de Dijon. Nous aussi, on se procure quelques occasions où Gomis se met en évidence. Donc c'est vrai que 1-0, c'est assez léger pour le nombre de frappes qu'il y a pu y avoir et d'actions dangereuses. Et la deuxième mi-temps va donc reprendre, pas de changement évidemment du côté monégasque. De toute façon, on est habitué avec Jardim qu'il y ait très peu de changements, encore plus quand l'équipe mène au score. Et une mi-temps qui va être un peu plus enlevée, et Monaco qui va d'ailleurs d'entrée de mi-temps se procurer une belle occasion, Arthur, par Golovin. Ouais, c'est vrai qu'on s'est dit que c'était peut-être le moment de faire le break dans la continuité de notre belle fin de première mi-temps. Il y a eu cette occasion de Golovin, mais c'était un petit peu l'arbre qui cache la forêt de cette reprise, hein, jusqu'à la 60e. On a été très moyen, on a un peu reculé, et Dijon s'est créé quelques petites occasions, donc on s'est dit que c'était un petit peu délicat et que ça allait pas être si simple que ça. Bah, c'est ça, mais c'est comme c'est pas, pour reprendre ton dernier point, tu parlais de la fin de match en tremblant, mais au final c'est un peu toute la mi-temps qui a été comme ça, à savoir un match un peu débridé, et il y a eu de nombreuses occasions de part et d'autre, et c'est vrai que nous, côté monégasque, on s'est dit c'est pas possible, on va pas réussir à faire le break qu'on aurait pu et qu'on aurait dû certainement faire. D'un autre côté, il faut pas oublier que de l'autre côté, Dijon a eu également plusieurs situations de but intéressantes. Et c'est vrai qu'après on a eu nous un temps fort en milieu de deuxième mi-temps, c'est pour ça que c'est vrai que je parlais plus de la fin de match. Ouais. Mais oui, tu l'as dit, hein, si ça finit par un match nul, on peut dire voilà, mauvaise opération, comme si on avait pu faire nul à Saint-Etienne. Hein. Ça se joue à pas grand-chose. Il y a eu plusieurs situations, Patrice, et de mémoire aussi, il y a eu beaucoup de situations de frappes ratées, alors que souvent les joueurs étaient en bonne position. Golovin a été contré à 1 ou 2 reprises. Slimani, pareil, qui va bien être lancé dans la profondeur. Bon, après, on sait que sa pointe de vitesse, c'est pas ce qui le caractérise le mieux. Gelson Martins qui va 1 ou 2 fois réussir à bien se positionner en faisant des bonnes différences ballon au pied, mais qui va pas réussir à trouver le cadre. Donc comme tu le disais, le vrai gros manque de réalisme, et on se rend compte qu'en fait, que quand ces occasions, elles sont pas pour baigner d'air, qui lui, pour le coup, même si ça fait 2 matchs qu'il ne marque plus, est quand même dans la finition plus que propre. On sent que pour ses coéquipiers, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'était un de mes points au début, de dire qu'on s'est procuré beaucoup d'occasions. C'est qu'on avait un petit creux jusqu'à la 60e. Après, c'est là où on s'est procuré beaucoup d'occasions, généralement en contre, hein, parce que du coup, malheureusement, on laissait le ballon à Dijon. Et la majorité de ces occasions, on les gâche soit par des frappes qui sont soit trop molles, soit pas cadrées, soit on les frappe directement sur Gomis. Parce qu'il ne fait pas non plus des arrêts extraordinaires où il s'étend pour aller chercher un ballon. C'est toujours vraiment les ballons sur lui, où lui lit très bien le jeu et sort pour être dans les pieds de nos attaquants rapidement. Du coup, oui, on a Slimani, du coup, comme tu dis, qui se retrouve en face à face et qui se fait rattraper au dernier moment. On a Henrich qui, du coup, sur un très beau centre de Slimani, rate complètement sa reprise de volée. J'ai de mémoire aussi de Gelson Martin qui arrive à dribbler 2 joueurs dans la surface et n'arrive pas à centrer en retrait. C'est Gomis qui la sort. Donc on a beaucoup d'occasions à ce moment-là, et on commence à se dire, mince, ce serait dommage de rater ce deuxième but et de se prendre un contre. Un contre, ou même pas un contre forcément, celui que Dijon avait la possession à ce moment-là et tenait le ballon. Ouais, et puis Dijon, pendant ce laps de temps, a eu également quelques grosses occasions. On se rappelle surtout d'une très belle parade
de Lecomte. Alors je sais plus exactement à quel moment Ouais, du match c'était à l'heure de jeu sur 61e, Juillard. j'ai noté. Ouais. Ouais, il fait un très beau, très bonne percussion. Il fait un crochet sur Glick, du coup il fait une frappe un peu enroulée. Et du coup, Lecomte va la chercher à main bien tendue pour la sortir. C'est pas, ouais, et en fin de rencontre également les Dijonais qui vont toucher la barre dans une action un petit peu confuse qui va au final se terminer sur une faute sur le portier monégasque. Mais voilà, comme on l'a bien dit, Monaco qui reste friable. Alors même si c'est un clean sheet et c'est bien, c'est toujours bon à prendre. Défensivement, on voit quand même toujours les mêmes soucis, les mêmes lacunes, et on a un peu plus de réussite, ça fait du bien. L'année dernière, c'est vrai qu'on a, en plus d'être pas forcément très bon, ou en début de saison, il faut quand même reconnaître aussi qu'on avait peu de réussite et que les équipes adverses marquaient assez vite en fait sur leurs occasions. Malgré tout, il y a ce vrai problème en défense, et pour en revenir un petit peu plus précisément, ce problème d'axe droit, qui était un de tes points, Arthur. Comment toi du coup tu penses que on pourrait améliorer cela, quoi? Qui mettre? Que faire? Pourquoi tu poses des questions comme ça? C'est une grande question. Non, mais t'en parlais au début. Moi, je suis d'accord qu'aujourd'hui, on n'a pas l'ossature, on va dire le bloc d'un point de vue global, bloc équipe pour se remettre à une défense à 4, surtout quand il n'y a pas Bakayoko. Le poste d'arrière droit dans une défense à 5, il est fait sur mesure normalement pour Aguilar. Malheureusement, depuis son carton rouge, il a fait un bon premier match. C'est ça. Après, il a eu ce rouge à Metz, il a perdu sa place et il n'a pas vraiment retrouvé son niveau. Et là, il a repris son carton, mais il y a un problème, je pense, quand même avec Gelson. Certes, il fait le taf. Offensivement, il est présent, même s'il est maladroit. Mais je pense quand même qu'il n'aide pas assez la défense. Je trouve que Gilles Diaz, pour le coup, est un petit peu mieux replié. Gelson sur les contre-attaques sur notre côté, notre couloir droit, on le voit jamais en fait. On a l'impression que Glick est vraiment un latéral. Donc je pense qu'à un moment donné, le décalage il se fait facilement. Puis comme Glick ou Jemerson sont des joueurs qui font que reculer, on se retrouve souvent acculé à la surface et c'est un peu compliqué. Je vois pas comment on n'a pas là le mec, comme tu disais, défenseur central assez solide pour gérer tout ça et un piston en forme pour pouvoir couvrir comme est censé l'être Aguilar. Donc là c'est un peu l'énigme. Déjà on arrive quand même à pas prendre autant de buts qu'avant, c'est déjà pas mal. Oui. Ça a quand même à souligner. Ah oui, c'est très clairement à souligner. On prend moins de buts, on concède quand même un petit peu moins d'occasions, mais aussi parce que les attaquants adverses sont un peu moins précis, un peu moins en réussite peut-être, et que Lecomte aussi, même si de temps en temps il nous refait quelques grosses erreurs. Ouais, il est quand même mieux. Oui. Il est quand même globalement un petit peu mieux, parce qu'au final sa vraie dernière erreur, elle n'a pas été importante parce que c'était contre le Marseille en coupe. Donc au final, elle n'a pas eu d'incidence. Dernièrement, il faut reconnaître qu'il est sur la bonne voie, et tant mieux pour nous, parce que de toute façon, on a besoin d'avoir un bon dernier rempart. De ton côté, Patrice, pareil, pas trop de solutions en fait qui paraissent évidentes, quoi. Chacun va avoir un joueur à mettre, mais en fait, on se rend bien compte que en tout cas surtout dans ce poste de défenseur central droit, que tu mettes n'importe lequel des trois, c'est pareil. Alors il y en a qui vont nous sortir Naldo, ils ont peut-être la mémoire courte de ce qu'il faisait Naldo au mois de janvier et au mois de février. Je pense qu'il faut surtout tenir jusqu'à la trêve d'hiver et recruter. Il y a encore, je suis même pas sûr franchement qu'il y ait un recrutement qui se fasse dans ce sens. Oui. Je vois mal en fait quelqu'un comme Glick ou voire même Jemerson de se faire sortir du 11, quoi, alors que c'est des joueurs clés qui
mine de rien, pour le groupe et pour le Jardim. Donc ça paraît compliqué de les voir sortir et qu'il y ait un nouveau joueur qu'on recrute et qui vient de s'installer là sur le. Bah, tu sors pas les deux. T'en sors Je qu'un. pense- Oui, bien sûr, mais un des deux qui sort, c'est ce que je dis, mais en fait on cherche à savoir qui c'est qui sortirait sur le côté droit. À la rigueur, je vois peut-être plus un recrutement pour remplacer soit Gelson, soit Gillias. Un vrai joueur qui soit vraiment un vrai piston, qui soit capable d'assurer ce poste. Ouais, mais c'est on vrai a qu'un Aguilar, Aguilar, hein. c'était le meilleur à son poste. Oui, hein, oui, c'est pas une Aguilar, obligation. c'est censé en C'est vrai plus. que. Voilà. Ouais. Autant à droite, enfin à gauche plutôt, oui, c'est vrai qu'on peut, peut se poser la question. Autant à gauche, on est censé l'avoir ce joueur-là. Après, il fait pas le taf pour le moment, mais je pense pas pour le coup que ça soit la vraie priorité. De l'autre côté, oui, ça se pose peut-être un petit peu plus. Bah après, le truc, c'est que à un moment donné, nos adversaires ont le droit quand même de travailler en semaine. Tu fais une séance vidéo d'un match de l'ASM. Moi, je suis l'entraîneur, je dis, mais vas-y, hein, va de ce côté, va provoquer Glick, va provoquer Jimerson, ça passe tout le temps. Donc, je pense que c'est aussi les plans de jeu de nos adversaires. Aujourd'hui, enfin, j'ai cité un petit peu les noms là des derniers adversaires pour l'AS Monaco là, de ce fameux joueur ailier gauche qui, pour eux, c'est régal. Hein. C'est régal. Moi, j'aimerais bien faire un match contre Glick ou Jemerson. Vous vous rendez compte quand même, à ma vie, bon, plus personne ne veut à Marseille. Contre nous, il a fait 2 bons matchs. Donc, lui, arrière gauche. Donc, voilà. Simons, je ne connaissais pas. Chouillard, je ne connaissais pas. Et on dirait que c'est on dirait Il une nous a star fait du bizarre foot. ce soir. On dirait une star du foot. occasions. C'est ça, on dirait une star du foot. Donc, on s'en sort bien. Bon, à Nantes aussi, mais on en prendra de toute façon, c'est clair. Ah oui, de toute façon, si ça reste en l'état, on continuera de prendre des buts et de prendre trop de buts. Ouais, après, toutes les équipes ont des points faibles. Hein. Là, en ce moment, on met un petit peu moins de buts et on en prend un peu moins aussi. Donc, C'est vrai. En tout cas, Monaco qui va tenir ce score jusqu'à la fin du match. Patrice Jardim qui va procéder à un changement. C'est à quelle minute que Augustin rentre? Parce que c'est un peu plus tôt que les deux autres. Il va rentrer une vingtaine de minutes, non? À 76e, j'ai noté. Ouais, voilà, donc il va rentrer un gros quart d'heure. Et bon, après, les deux autres changements complètement anecdotiques, hein, la rentrée de Bouchia et la rentrée de Fado Ballo-Touré. Donc pas grand chose à dire sur ça. En tout cas, voilà, Monaco qui s'impose, Monaco qui prend les 3 points, c'était évidemment le plus important. Une rencontre, malgré tout, globalement intéressante à regarder, si on enlève ces 20 premières minutes. Une victoire somme toute logique aussi, même si le 1-0 encore une fois est plutôt trompeur et ça méritait de voir plus de buts de part et d'autre. Donc Monaco, voilà, donc qui est 8e et qui va pouvoir partir en trêve internationale avec en tout cas plus de certitude que avant la dernière trêve. On sait qu'on va pas tarder à jouer le Paris Saint-Germain. Donc ça sera certainement un match qu'on pourra tout de suite mettre avec une défaite parce que Paris joue ces matchs-là à 100%. Donc ils nous feront pas le genre de rencontre qu'ils peuvent faire contre Dijon ou cet après-midi, encore une fois, face à Brest. Donc il faudra prendre des points d'ici là pour espérer dans un peu plus d'un mois, donc à la trêve. Donc il reste 6 journées. Se retrouver, aller à minima top 5. Voilà, on est dans le bon wagon, mais il n'y a qu'un wagon de toute façon. Donc, oui, il y a un énorme wagon. Ce soir, on est à 2 points d'Angers qui est 2e, même s'il y a beaucoup de matchs demain. 3 points. 3 points d'Angers Autant pour moi. Et on a un point du coup de Lille qui est 3e, puis ils ont 19. Et qui ont pour le coup, eux, le même nombre de matchs que nous. Donc voilà, de toute façon, on verra. Il n'y a pas non plus grand chose d'autre à dire
sur cette rencontre. Voilà, Monaco a fait l'essentiel. On espère tous le retour rapide de Bakayoko. Ah si, j'avais quand même une question à vous poser. Bon, Fabregas semble quand même un petit peu en difficulté. Adrien Silva semblait avoir les faveurs de Jardim. Moi, je trouve que Heinrich est plutôt intéressant en fait sur les 2 derniers matchs. La semaine dernière, il avait fait une bonne première mi-temps avant un petit peu de s'effondrer en deuxième partie de rencontre. Là, j'ai trouvé son match un petit peu plus plein. Vous auriez envie de voir qui, aux côtés évidemment de Bakayoko, après la trêve, entre Adrien et Heinrich? Eh ben, non, c'est une bonne question. On n'avait pas pu trop se poser la question puisqu'Heinrich, on ne le voyait pas. Heinrich a un plus gros volume de jeu qu'Adrien Silva. Ils ont chacun un petit peu leurs qualités et leurs défauts. Heinrich, on le voit un peu plus. Défensivement, il est assez précieux. Il a fait quelques retours, notamment pour venir couvrir Glick. Adrien Silva aussi, pour la même occasion. Après, offensivement, il n'est pas très juste. Bon, à lui pardonner ce tir raté, là, pas évident à reprendre, mais il fait pas mal de mauvais choix, je trouve. Alors que Adrien Silva, c'est un peu l'inverse. Lui, il est très précieux dans le jeu long. Par contre, il manque, je trouve, d'impact et de volume de jeu. Donc, Bakayoko, ouais, il était bien aussi avec Golovin, mais ça, comme tu dis, c'est quand Fabregas pouvait occuper le poste de 10. Honnêtement, avec une défense centrale un petit peu à la peine, je mettrais peut-être Henriks. Comme ça pourrait permettre à Bakayoko peut-être de plus monter. Ok, bon, pourquoi pas. Il manquait quand même un mec, que ce soit Heinrich ou Adrien Silva, qui puisse casser des lignes comme peut le faire Bakayoko. On va maintenant passer au prestat individuel, messieurs. Votre joueur du match. Vas-y, Patrice. Assez compliqué à trouver parce que c'est tellement de joueurs ont fait des ratés devant, vraiment du mal. Pour moi, finalement, je vais en revenir sur Benjamin Lecomte qui nous fait trois gros arrêts qui nous permet ce soir de gagner à 0 et de ne pas avoir pris ce but qui nous aurait fait perdre 2 points. Là. Du coup, il est homme du match dans une victoire. Ouais. Enfin. C'est pas bon signe, quand même. Oui, mais en fait, je trouve que. Non, mais c'est clair. Il n'y a rien à lui reprocher, alors que malheureusement, sur tous les autres joueurs, on a des choses à reprocher, alors que lui, il a vraiment été parfait ce soir dans son rôle. Ouais, c'est dur à définir vraiment un top joueur. Oui. J'ai bien aimé Badiachil dans la continuité un petit peu de ses derniers matchs. Je le trouve assez serein et plutôt pas mal dans ses relances. Bon, en plus, là, il s'est fait remarquer avec deux coups de tête qui auraient pu vraiment aller au fond. Et puis, bon, Slimani qui a fait un peu la pluie et le beau temps. On voit que quand lui était capable de créer le danger sur ses passes, c'était un petit peu le seul ce soir. Mais sinon, il a eu quelques ratés aussi. Lecomte, Badiachil, j'ai bien aimé moi personnellement. Ouais, de mon côté, ça sera Lecomte pour les mêmes raisons que toi, Patrice. À savoir que il a rien fait de mal et il a plutôt fait des bonnes choses. Pour ce qui est des joueurs de champ, c'est un peu plus varié, un peu plus divers. En première mi-temps, je mettais Gelson et Golovin devant, surtout pour son but. Sur la deuxième, plutôt Slimani, donc un peu plus de mal réellement à donner un joueur du match de champ. Mais voilà, Lecomte est homme du match, mais c'est pas non plus, c'est pas flagrant, quoi. On va dire, parce que pour sa régularité. Après, Lecomte, si le ballon, la tête de Cadiz à la fin, finit dans le but et non pas sur la barre transversale, on a peut-être une autre analyse. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit cette faute qui a été sifflée. Je pense que c'est l'autre, celle d'après. Je crois aussi, oui. Parce que là, si la balle va au fond, on va dire il a foiré sa sortie. Il s'est fait battre dans le jeu aérien par l'attaquant de Dijon. Oui, mais c'est pas faux non plus, mais c'est pour ça, c'est un homme du match un peu par défaut, on va dire. Oui. De l'autre côté, le flop, messieurs, le joueur qui a été le moins en vue, le plus en difficulté. Ouais, ça va surtout être le plus en difficulté. Ça va être Glick, je pense. Pour moi, c'est Glick. Même si offensivement,
Au niveau des coups de pied arrêtés, il a beaucoup apporté. Il a fait des actions défensives qui étaient très bien. Mais la majorité des grosses actions qui auraient pu nous coûter cher et un but, c'est toujours venu de lui en fait. Parce qu'il se faisait manger soit sur un crochet, soit sur une accélération. Ouais, je suis d'accord. Parce que des fois, il y a des adversaires qui ont le droit de dribbler un joueur, il n'y a pas de problème. Par contre, Glick, le problème, c'est que je trouve qu'il défend pas bien et on dirait qu'il a peur en fait. Il fait reculer. Il est tout le temps en recul frein. Il va pas au duel, il est en retard. Enfin, on est loin du Glick d'il y a 3 ans maintenant. Donc moi, pareil, je mettrais Glick et ça me fait encore plus mal que ce soit quand même notre capitaine qui à chaque fois soit à la peine, soit dans les plus mauvais, parce que c'est pas trop un bon message quoi, passer aux autres. Donc capitaine, il est censé quand même un petit peu montrer l'exemple dans un monde idéal. Oui. Oui, c'est vrai. Mais bon. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Glick aussi, surtout pour la première mi-temps où il est vraiment très 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 en dessous. Pour le coup, il s'est bien rattrapé en deuxième, mais ça suffit pas à faire de lui autre chose que le flop du match. Après, sur la globalité, sur la prestation globale et sur la médiocrité de A à Z, ça sera une nouvelle fois de mon côté Gilles Dias. Mais il a eu le mérite de ne pas faire d'énormes erreurs qu'a pu faire Glick. Donc c'est pour ça que mon vote va aller vers Glick. Le reste de l'équipe maintenant rapidement. Maripane donc qui était titularisé dans l'axe de la défense. Patrice. Une rencontre plutôt intéressante, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on dit toujours un peu ça de celui qui est au milieu des trois, quoi. Oui, ça, son travail est un peu moindre. Il est un peu plus protégé par les deux autres. Sachant que le jeu contre nous passe tout le temps par les côtés, parce qu'on sait très bien que c'est notre point faible, et du coup, de toute façon, il y a du surnombre au milieu de terrain, donc rarement l'adversaire passe par là. Donc bon, on l'a pas énormément vu, il n'a pas eu grand-chose non plus à faire, il a surtout été là en couverture, généralement de Glick, on l'a moins vu en couverture de Badiachil. Voilà, il a fait son boulot, il a récupéré quelques fois, quelques erreurs de Glick, voilà, bon match dans l'ensemble. Badiachil pour toi, Arthur, bon match. Ouais, j'ai bien aimé, surtout en première mi-temps où il était plutôt serein. Je l'ai vu faire de bonnes relances, même si à un moment il se trouve un petit peu, il relance dans le pied de l'adversaire, même s'il n'y a pas eu une énorme occasion derrière. Bien présent de la tête. C'est vrai que sa tête, là, la demi-heure de jeu, mais, je la voyais au fond. Là, pour le coup, le gardien fait un vrai bel arrêt. Et non, je l'ai trouvé plutôt serein. On sent quand même que c'est le mieux des trois à chaque fois. J'aime bien comme il parvient à bien protéger son ballon et à relancer. Il a fait des boulettes récemment. J'ai l'impression qu'il est un peu plus serein. C'est de bon augure. Il en fait plus trop et puis il hésite moins aussi à s'imposer parce qu'il a quand même un gros physique, mais moi je trouvais que souvent il ne l'utilisait pas assez, même s'il est jeune et qu'évidemment avoir un gros physique à 17-18 ans, c'est pas avoir un gros physique à 25 ans, mais voilà, il est en train de mettre tout ça en ordre et c'est plutôt intéressant. Gilles Dias, Patrice, ton petit chouchou pas bon. Ah mais on en a chacun un, hein. Toi c'est celui-là. Bon, t'as pensé quoi de son match de merde? En début de saison, j'ai dit que je te mets pas du tout sur la voie. Hein. Et quand j'ai dit que c'était la surprise, c'est parce que du coup, c'est un joueur qu'on n'attendait absolument pas qu'il joue, qu'il allait avoir du temps de jeu, parce que je sentais que Jardim allait l'utiliser cette saison. Ah ouais. Non, bon match moyen défensivement, rien à lui reprocher, parce que du coup, de toute façon, le jeu est très peu passé de son côté, mais du coup, il a eu pas mal de petites actions défensives à son actif. Il a bien bloqué son vis-à-vis. Comme d'habitude, il fait des mauvaises passes où ça arrive dans les pieds de l'adversaire, ou des fois il perce et pousse trop loin son ballon, il perd le ballon. Ça, c'est sa spéciale, ça. C'est un peu ça. Il nous Après, le ballon, il nous a fait une Jordi Alba là, au milieu de la deuxième mi-temps. Je me suis vu devoir dire qu'il avait marqué un but exceptionnel, puis heureusement ça s'est fini n'importe comment. Non, en fait, il choisit pas la frappe, il choisit la passe à Augustin, et du coup, c'est Augustin qui c'est de la faute d'Augustin, bah oui. Voilà. Non, mais par contre, après, c'est vrai qu'on regarde les différentes actions, il est souvent dans ceux qui sont au départ des actions. C'est vrai que ça passe souvent par lui au début sur des relais avec Golovin ou avec Slimani. Du coup, un match moyen plus.
Ouais. Le milieu de terrain, Arthur, on en a parlé rapidement, mais est-ce qu'il y a grand-chose réellement à dire sur la prestation de Silva et Henrich? Plutôt propre, mais pas... Oui, non, pas grand-chose. Ça passe tellement, comme dit Patrice, sur les côtés Oui. que limite, on n'a même pas l'occasion de les voir s'illustrer. Non, Adrien Silva a fait a bien orienté, avait un jeu long intéressant, j'ai trouvé. Assez Mais d'accord. sinon, rien de plus. Golovin, Patrice, buteur, donc forcément capital ce soir, vu qu'il y a eu 1-0. Hormis ça... Auteur d'un très, très joli but, c'est sûr. Mais après, malheureusement, les autres actions qu'il a eues, malheureusement, j'ai trouvé que ses frappes étaient un peu trop molles, un peu trop sur le gardien. C'est un peu dommage qu'il a eu quelques situations où il aurait pu doubler la mise. Après, il a fait surtout son boulot de milieu de terrain offensif, du coup, à faire circuler le ballon d'un côté à l'autre, à faire le lien entre les attaquants et les deux pistons. Des bons coups de pied arrêtés aussi. Parce qu'on parlait Oui, des aussi, corners. oui. Bah oui. Oui, je parlais du corner justement. Voilà, bon. Un bon match, un peu dommage que sur la finition, c'est un peu pêché sur ces autres occasions. Mais déjà bien content qu'ils mettent très joli but. Golovin qui, en deuxième mi-temps, prend un carton jaune pour une faute limite de la surface. Finalement, faute utile parce qu'on était encore une fois en grand danger puisque Glick a décidé Il était où? de faire une défense haute. Et pour libérer totalement le couloir pour ce diable de Chouillard. Et Golovin était redescendu et a fait. C'était limite dans la surface, mais en tout cas. Moi j'ai vu penalty sur l'action. J'ai cru. Moi aussi. Elle se finit dans la surface. Je dis, oh non, penalty. J'ai cru ça aussi. Son coup franc, il en fait n'importe quoi derrière le Dijonais, donc tant mieux. Et on va conclure, sous Slimani, bon, on en a parlé, décisif sur le but, intéressant dans le jeu, mais un peu en difficulté à la finition. Ben Yedder, ça fait 2 matchs de suite qu'il ne marque pas. Bon, on va pas compter sa petite rentrée en jeu contre Marseille, ça serait un peu dur. On rappelle qu'il était en énorme avance sur Mbappé pour battre le record des 10 buts. Il était à 600 et quelques minutes, 650 je crois. Et Mbappé c'est un peu plus de 1000. Donc là on peut en rajouter environ 200. Donc attention à lui. Beaucoup de supporters aimeraient bien qu'il batte le record d'Mbappé, je pense. Mais sinon sa prestation, messieurs... intéressant dans le jeu, mais pas trouvé en fait dans la surface, quoi. Déjà la passe qu'il fait sur le but pour Slimani, il n'y en a pas beaucoup non plus qui auraient pensé, parce qu'il passe vraiment, vraiment dans l'axe alors qu'il était excentré. Oh, Moussa Silla, il l'aurait fait, hein. Mais pour le défenseur. Ah, il aurait pour le défenseur, je pense. Pour le défenseur, lui, il l'aurait fait. Moussa Silla, c'est mon chouchou pas bon. Lui aussi. Ah bah je préfère Gilles Gas pour le coup. Et il aurait pu être passeur décisif. Il aurait pu être exactement. Il aurait pu être passeur décisif si Slimani avait mis un peu de nitro. Et puis sinon pas grand chose à dire. Il a joué assez bas. Bah ça reste notre meilleur joueur, tu le sens quand il a le ballon, mais c'est vrai que là on est un petit peu frustré parce qu'il a tellement fait un début de saison extraordinaire à la finition et que là ne pas le voir marquer 2 rencontres de suite, bah ça fait forcément un petit peu bizarre. Maintenant, on fait 18 frappes sur ce match, il a que 1 tir à son actif. Oui, mais non mais c'est contré. Donc, très peu de ballons exploitables pour lui quand même. C'est ça aussi. Autant contre Saint-Etienne, il avait un petit peu pêché dans la finition. Il avait eu quand même plusieurs situations. Autant ce soir, il n'y a pas de vraie situation. Alors après, c'est certainement aussi un petit peu de sa faute parce que il n'arrive pas à se démarquer, à trouver les bonnes situations au bon moment. On gagne quand même, c'est aussi la bonne nouvelle du soir, c'est qu'on gagne sans un Ben Yedder décisif. Donc, c'est Deschamps qui lui a demandé de ne pas se blesser. Ouais, c'est peut-être. Ouais, de toute façon, il sait qu'il va pas jouer. Hein. On peut jouer, en tout cas. En tout cas, voilà. Les rentrées en jeu, Augustin, Patrice, pas grand. Je sais pas. Non, il a qu'une occasion à son actif où il pénètre bien dans la surface, où il dribble plus ou moins 2 joueurs.
parce qu'on sait pas trop comment le ballon arrive à passer entre les joueurs et ses jambes. Et après, ouais, du coup, il rate complètement sa passe, malheureusement, alors que ça aurait pu être une très belle occasion. Hein. C'est vrai, mais c'est un petit peu à l'image en fait du match, parce que lui il le fait, donc on peut lui tomber dessus sur ça. Mais c'est vrai que Gelson a fait ça aussi à Fait les plusieurs mêmes. reprises, Exactement. de faire des vraies bonnes différences intéressantes, mais de pas réussir ce dernier geste ou avant dernier geste. Et justement, du coup, a pas trouvé Ben Yedder, et c'est aussi pour ça qu'on l'a peu vu, dans le dernier geste. Les deux autres entrées, il y a évidemment rien à dire. Hein. Il rentre à la 90e minute. Voilà, comme ça, les supporters ne pourront pas dire que Jardim ne fait pas jouer Bosquilia. Si, Bosquilia, il a une occasion quand il est devant, il la perd direct, on prend un contre. Ah bah oui, mais parce qu'il est fort, hein, Bosquilia. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire un point sur la gestion des fins de match. Je me suis dit, oh putain. Ouais. Même lui, il conserve pas le ballon, quoi. Oui, bon, en même temps, il est pas extraordinaire. Hein, c'est-à-dire que même à Nantes, il jouait pas. Hein, donc, oui, c'est clair. Ouais, Non, après, les supporters pourront râler parce que le grand attaquant Henri Onyekuru n'est pas rentré en jeu. Lui qui a du coup remplacé au pied levé Baldé qui a pris sa femme à coucher. Ah, c'est pour ça qu'il était pas là, d'accord. A priori, oui. Ah bah oui, d'accord, ok. Oui, Henri Onyekuru, que moi aussi, hein, je fais partie de ceux qui l'avaient trouvé intéressant en début de saison. Le problème, c'est que dans ce 3-5-2, bah, tu peux pas le mettre. Oui, exactement. C'est un pur ailier. Il pourrait jouer piston, hein. Oui, certains vont me dire. Un pur ailier qui sait pas défendre, c'est un peu compliqué de le mettre. Là, on a du mal avec Gelson parce qu'on trouve qu'il défend mal. Bah oui. Alors Onyekuru qui a jamais appris du tout à défendre. Non, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé le revoir quand même aussi un petit peu. Mais bon. Le problème, c'est que tu peux pas le faire. Bah non. Ou en attaque. Non, mais il pourrait jouer, il pourrait être dans les trois numéro 3, quoi. Ouais, sachant que les vrais numéros 3, ils sont toujours à l'infirmerie, mais bon, c'est un autre problème. Mais ils vont finir par revenir un jour, hein, mais bon. On a vu Jovetic à la télé ce soir. Oui, on a vu Jovetic il est là. À la télé. Et les gars a repris l'entraînement avec le groupe aussi. Il est plus en entraînement adapté individuel hors du groupe, non, je sais pas. Ni en musculation intensive, ni en réathlétisation. En réathlétisation adaptée avec le groupe. Voilà. Enfin bon, voilà, ils finiront par revenir. Pour combien de temps, on verra. Mais en tout cas, malgré tout, j'ai hâte de voir aussi ce que peut donner un Jovetic, même si c'est que pour 2 matchs, avec Ben Yedder et Slimani. Oui, surtout que je trouve que quand Slimani n'est pas là, je pense que Jovetic est vraiment le profil même pour le remplacer. Je trouve que c'est des joueurs assez similaires. Et ça aurait été très intéressant de l'avoir justement disponible quand là Slimani était un peu blessé et pas disponible. Eh oui, mais malheureusement, il est en carton. Et c'est bien dommage. Et la fin de VAR, on en parle, non? Non, petit coup de la VAR au moment du coup de... Moi j'y ai cru. La petite fin, je suis pas là quand même. Non, mais je crois qu'il revisionne tout simplement tous les buts. Hein. Sauf que là, vu que Golovin a fait une célébration... en fait, il a pas fait de célébration. Courte. Très courte. Il a levé les bras quand même. On s'est vite retrouvé au milieu de terrain et du coup, ils n'avaient pas eu le temps vraiment de revisionner. Ils pouvaient avoir un petit doute sur son contrôle de balle. Je pense que c'est ça en fait. Est-ce qu'il l'avait contrôlé avec l'aide de la main ou pas? Au final, voilà, il n'y avait rien. Donc c'est logique. Il revoit, moi ça me choque pas. Voilà, au final, il n'y a pas eu de souci. Donc on peut rien dire ce soir. En tout cas, voilà. Est-ce que ça compte dans le classement du coup des... Bah non, parce qu'il n'y a pas eu VAR. Favorable avec la VAR. Du coup, il n'y a pas eu VAR. En tout cas, voilà, merci messieurs de m'avoir accompagné. Merci Patrice, merci Arthur pour ton courage, parce que t'en as pris quand même une belle ce soir au stadium. Je sais que tu n'as pas regardé le match, que tu l'as seulement écouté à la radio, parce que tu savais que c'était plié au bout de 20 minutes. J'avais pas le temps. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de vous en foutre 35. Voilà. Bon, on verra au match retour, évidemment. Oui, exactement ce que j'allais dire. Et puis, il y aura la belle, voilà, il y aura la belle au Stade de France, mais bon, ça, on sait à chaque fois comment ça se passe. Private joke. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui trouveront. Oh, c'est pas bien compliqué, je pense. Voilà. Damien aurait pas trouvé, je pense. Ah oui, non, mais Damien, c'est à part le foot, il est perdu. Hein, donc, bon. En Formule 1, quand même. Oh, Formule 1, c'est pareil. Hein, il nous fait croire que, mais en fait,
Il y a qu'à voir sur Twitter. Hein. Enfin bon, bref. Voilà, messieurs, c'est la fin de ce débrief. Cette semaine, on va vous proposer un club Mounegou historique. On ne sait pas encore réellement quelle émission on va vous proposer. On aimerait bien faire l'équipe type des années 80, mais on a forcément besoin d'avoir un invité qui a bien suivi cette décennie. Donc on ne sait pas si on pourra la faire. Sinon, ça sera certainement une autre équipe ou en tout cas un thème un petit peu historique. Et la prochaine émission, sinon match, ça sera après la reprise. Monaco qui jouera contre Bordeaux, donc Bordeaux. Un gros match parce que Bordeaux va beaucoup mieux, donc un gros match et on verra. Voilà, on a enfin remis la machine en route après trêve la dernière fois en gagnant à l'arrache, mais en gagnant. Donc on verra si on peut confirmer une deuxième fois et surtout si on n'aura pas de blessés dans nos différents joueurs sélectionnés. Voilà, merci messieurs. D'ici là, portez-vous bien et Dagé Mounegou. Et bisous.